Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech. Il semblerait que nous oublions 90% de ce que nous vivons. Alors fort de ce constat et aussi de la pauvreté des outils à notre disposition, une appli française est née. La découvrir nous permettra d'aborder ce rapport entre la mémoire et le numérique. Ce sera le sujet de la grande interview avec Thomas Sall de Memorizer. Et puis Smart Tech se refermera sur son grand rendez-vous dans l'espace qui a dédié cette semaine à une start-up qui a fait parler d'elle dans le domaine des space tech. Il s'agit de Venture Orbital System et de son projet de mini-lanceur réutilisable imprimé en 3D. Mais tout de suite, donc place à la grande interview Mémoire. Déporter sa mémoire sur le numérique, n'est-ce pas ce que nous faisons déjà quotidiennement? Mais alors avec quelle efficacité et surtout quelles conséquences, puisqu'on a régulièrement ce sentiment de tout oublier. Il y a une application française qui, elle, propose de se réapproprier nos souvenirs. On en parle avec Thomas Sall. Bonjour. Bonjour. Vous êtes mon grand invité aujourd'hui et vous êtes surtout le cofondateur de Memorizer, qui est une application donc française qui est dédiée à la mémorisation. Donc il s'agit de nous aider à retenir, j'imagine, ce qu'on va lire, les films que l'on va regarder, mais également les restaurants dans lesquels on va se rendre. Tout ça rassemblé en un seul et même endroit. C'est aussi un réseau social qui va permettre de partager donc des recommandations de lieux, de films, de livres. Est-ce que vous ne trouviez pas votre compte jusqu'ici dans les applications de réseaux sociaux qui existent? Parce qu'il y en a quand même déjà pléthore. Oui, donc en effet, on avait plusieurs frustrations avec Charles, mon cofondateur, quand on a décidé de créer Memorizer. D'abord, c'est sur le sujet de l'oubli, où on utilisait à la fois des apps de notes et notre galerie photo. Et en fait, finalement, ça ne marchait pas bien. Moi, dans mon app de notes, je n'avais pas envie de mélanger, changer les pneus de la voiture, ma liste de films à voir. Et en fait, un an après, quand je regardais ma liste de films, je ne savais plus pourquoi j'avais ajouté ce film, qui me l'avait recommandé, de quoi ça parlait, donc ça ne marchait pas bien. Et en même temps, dans ma galerie photo, j'avais des photos de mes proches, des photos de voyage et des screenshots, je sais pas, de recettes de cuisine que j'avais trouvées sur Internet. Et en fait, je ne les retrouvais jamais parce que tout était mélangé. Donc nous, on a essayé de faire la synthèse de ça pour que ça soit beaucoup plus accessible et qu'on s'y retrouve plus facilement. Et après, sur la alors partie... vous partez du principe qu'on oublierait 90% en fait, de ce qu'on vit. C'est énorme comme chiffre, ça vient d'où? Ouais, c'est énorme. Donc, c'est une réalité qui vient de plusieurs études, mais notamment une qu'on cite nous, qui est une étude d'un conférencier et entrepreneur américain qui s'appelle Dustin Garris. Et donc lui, ce qu'il dit, c'est qu'on oublie 27 jours sur 30. Donc effectivement 90%. Donc je pense qu'après, il faut bien distinguer la fonction d'oubli du cerveau qui est nécessaire. Et il y a plein de choses qu'on veut tous oublier et on a raison de le faire. Mais nous, ce qui nous frustre, c'est les choses qu'on ne veut pas oublier. Un livre dont j'entends parler à la radio, un resto que me recommande un ami, et qu'on oubliait systématiquement. Mais ça, on peut le retrouver justement via les apps sociales, via nos réseaux sociaux, des recommandations. Tu connais un restaurant, enfin, c'est des choses qu'on fait assez couramment. Donc, je pense que ça peut marcher dans certains cas et les réseaux sociaux ont plein de fonctions super intéressantes. En tout cas, moi, j'ai plus d'applications sociales sur mon téléphone. Vous n'en avez plus? Non, j'en ai plus du tout. Pourquoi? À part Memorizer, parce que je trouve que le contenu est quand même en partie médiocre et surtout il est évanescent. Donc en fait, c'est des choses qui peuvent m'apporter du plaisir sur le court terme, mais en fait, sur le long terme, ça ne m'apporte pas de valeur. Et donc dans Memorizer, il n'y a pas la course au like, il n'y a pas la course à être le plus beau, et toutes ces choses qui, je pense, quand même, sont des dérives des réseaux sociaux et qui vont probablement être régulées d'ailleurs avec le temps. On n'essaye pas de vous faire passer le maximum de temps dans l'application. On essaye justement de libérer votre cerveau, que vous puissiez mettre vos bons plans, les partager avec vos amis, vous piocher dans les bons plans de vos amis, et ça devient vos futures envies. Alors, c'est l'idée de lancer un nouveau réseau social, c'est pas nouveau. Il y a eu plein de tentatives, notamment en France, hein, et avec très peu ou pas encore de succès. Pas de grand succès, en tout cas. C'est compliqué de lancer une app sociale quand même en France. Hein. Ouais, c'est très compliqué. Donc ça ne vous fait pas peur, ce challenge? Ça nous motive. Non, ça ne nous fait pas peur. Nous, on est très fort sur la culture, le divertissement et les lieux. Vous cherchez un film. En fait, moi, avec ma femme, j'ai toujours la frustration. On passe 1 heure sur Netflix. En fait, le temps de trouver un film qui nous plaît à tous les deux, finalement... Ça, vous me dites que l'algorithme qui vous recommande les films n'est pas pertinent. Ouais, pour moi, il ne marche pas très bien. Et donc, finalement, ma femme finit par être fatiguée, elle va se coucher, puis je regarde le film tout seul. Et puis, des fois, au bout de 5 minutes, en fait, je me dis, ah, ben, il n'est pas bien, je change. Enfin, alors que maintenant, en fait, je vais dans Memorizer,
J'ai la liste de films à voir, j'en choisis un, je sais qui me l'a recommandé, je sais ce qu'il en a pensé. Nous, on récupère automatiquement avec nos intelligences artificielles le résumé du film, l'auteur, la date de sortie. Et après, je l'achète sur 2 euros sur n'importe quelle plateforme et je suis très content. Donc voilà, ça c'est vraiment Alors, une différence avec les réseaux sociaux traditionnels. c'est quand même une nouvelle aventure, parce que vous l'avez fondé en 2019, mais finalement le lancement officiel, là, c'est en ce moment, c'est au mois de mai. Vous avez déjà réalisé un premier tour de table d'1 million d'euros auprès de Kimaventure et d'une vingtaine de business angels. Qu'est-ce qui les a convaincus ? Ouais, donc c'est aussi ça qui nous fait pas peur, c'est qu'on est très bien accompagnés par des gens qui nous font confiance depuis le début et qui sont très motivés pour faire grandir Memorizer. Ce qui les a convaincus déjà, c'est que je pense qu'on était des entrepreneurs expérimentés et très motivés, qui croyaient vraiment le projet et que tout le monde avait le problème. Tout le monde disait moi j'oublie effectivement les livres, les films, les restos qu'on m'a conseillés. Dans mon app de notes, je suis perdu. Donc je ne peux pas citer tout le monde parce qu'effectivement il y a beaucoup de business angels. Je vais juste citer ceux qui nous ont accompagnés depuis le début. Ouais. Donc il y a effectivement Xavier Niel, les gens de la Roche-Brochard via le fonds Kimaventures. Il y a Nicolas Santiveille, qui est le fondateur de la marque Ami Paris, qui est une boîte de prêt-à-porter et qui est très impliqué dans la Friend Touch, qui promeut la culture et le lifestyle, et qui est vraiment ce qu'on veut essayer de mettre en avant avec Memorizer. Donc derrière, il y a aussi la volonté de mettre en avant une culture française ? En tout cas, non, la culture au sens large. Un art de vivre à la française. En tout cas, oui, on aimerait que plus d'applications mobiles émergent de France et d'Europe, qu'elles soient régulées par des entités européennes. Donc c'est plutôt sur la question de la souveraineté. Oui, et puis qu'on soit peut-être... et bien sûr, on lancera Memorizer aux États-Unis, on essaiera de conquérir ce marché aussi. Mais je pense que oui, c'est important qu'il y ait des apps consumer. Désolé, il y a pas de... je connais que l'anglicisme. Grand public. Ouais, grand public qui émerge depuis l'Europe, quoi. Et aujourd'hui, en fait, la plupart des apps qu'on utilise sont américaines, donc on est un peu vassalisé, je pense, sur ce sujet-là, quoi. Ouais, ça fait 2 défis à relever, hein. Un nouveau réseau social et imposer une app française dans le monde numérique. Il va falloir être bon. Alors, vous êtes sur les stores d'applications depuis 18 mois. Ouais. Vous dites que vous en êtes à la 30e version, c'est ça ? Ouais, on a beaucoup itéré, donc c'est pour ça qu'on a un peu retardé le lancement. Donc on a une équipe de 10 développeurs et designers. Qu'est-ce qui est compliqué ? Pourquoi autant de nouvelles versions ? C'est un peu Il y a beaucoup de technologie derrière ? Il y a beaucoup de technologie. Donc l'idée, c'est de bien comprendre quels sont les besoins de nos utilisateurs. Et donc on préfère itérer vite et rapidement pour arriver à une version qui aujourd'hui est très satisfaisante. Et on a 50 000 utilisateurs ravis de l'utiliser tous les jours. On utilise beaucoup de technologies d'intelligence artificielle. Donc on fait par exemple de la reconnaissance de caractères. Donc si vous prenez un livre en photo, on va détecter le titre automatiquement. Comme ça, vous n'avez même pas à le taper le titre. De ce titre, on va vous récupérer le résumé du film, la date de sortie, l'auteur. Et en fait, ça vous fera autant de points d'entrée supplémentaires pour récupérer ensuite cette information dans votre mémoire. On fait de l'intelligence plusieurs réseaux de deep learning pour reconnaître l'image. Donc ce qui est génial avec Memorizer, c'est que quand vous créez un memory, qui est en gros du texte plus une image, on le range automatiquement dans la bonne catégorie. Donc en fait, c'est une app de notes, vous n'avez même pas besoin de choisir la catégorie dans laquelle vous allez ranger vos notes. On vous le met directement dans la catégorie livre, film, restaurant, ce qui vous intéresse, quoi. Donc ça, c'est l'idée d'organiser ces souvenirs, ces mémoires de manière très simple, très rapide. Je parlais, vous dites, vous le mettez dans votre mémoire, mais ce n'est pas ma mémoire, c'est une mémoire déportée, c'est une mémoire numérique. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on a tendance à faire quand on va tout chercher sur un moteur de recherche. La moindre question qu'on se pose est accessible d'un clic. Ouais. Et on a pourtant cette impression, je le disais en introduction, que quand même on oublie tout finalement. Tout ça, ça ne reste pas. Est-ce que déporter sa mémoire numérique, vraiment, ça va améliorer notre mémoire et notre sentiment de ne rien oublier ? Tout à fait. En tout cas, moi, depuis que j'utilise Memorizer, j'avais déjà une bonne mémoire, en fait. Et mon associé... Ça n'aggrave pas le phénomène, je veux dire. Non. Je veux dire, finalement, c'est encore plus facile de déporter notre mémoire sur un support numérique. En tout cas, ce n'est pas du tout ce qu'on constate. Et on fait des sondages avec nos utilisateurs. Et donc, mon associé qui avait une très mauvaise mémoire a maintenant une excellente mémoire. Ah bon ? Et en fait, donc dans Memorizer, en fait, vous rajoutez simplement vos envies, ce que vous avez envie de faire, et ce que vous avez aimé, en fait. Et donc, déjà, il n'y a que l'essentiel. Il n'y a que ce qui est important. Et en fait, le fait de créer un enregistrement, de prendre quelques notes sur un livre que vous avez lu et que vous avez aimé, ou de prendre une page dont vous voulez retenir le contenu en photo, ça aide en fait à accéder à votre mémoire. Votre mémoire, c'est comme une bibliothèque, sauf qu'en fait, vous savez, des fois, vous ne savez pas dans quel rayon et à quel étage le livre est rangé, quoi. Et en fait, le fait d'avoir plus de points d'entrée, ça permet d'accéder plus facilement. C'est comme quand on se dit... C'est-à-dire que c'est rangé dans la bonne boîte, on sait où chercher. On sait où chercher, et puis des fois, en fait...
on a un souvenir, je sais pas, on peut sentir une odeur et ça nous rappelle un plat de notre grand-mère, mais de la même façon, on se dit « Ah, ce week-end, c'était où? J'étais avec qui ?» Et en fait, une fois que vous avez une information, vous avez accès aux souvenirs. Donc nous, ce qu'on fait, c'est ça, c'est qu'on vous donne plus facilement accès aux souvenirs. Alors, vous parlez de grand-mère, justement. Votre réflexion sur la mémoire, elle a démarré aussi avec la maladie de votre grand-mère, d'Alzheimer? Ouais, en effet. Donc j'ai une grand-mère qui a été très inspirante pour moi et qui était à la fois entrepreneur et mécène. Qui a été, c'est un peu d'émotion d'en parler d'ailleurs. Oui, je Qui suis a désolée. été non, je vous en prie, la meilleure grand-mère du monde et qui depuis 5 ans a développé la maladie d'Alzheimer. Et donc c'est un cauchemar parce que ça lui vole ses souvenirs. Oui. Et donc moi, en tout cas, ça m'a donné envie, en plus des frustrations que Charles et moi on avait sur vraiment le fait d'oublier, de travailler sur les problématiques de mémoire et donc de mieux comprendre comment ça fonctionnait. Donc j'ai lu, je sais pas, 10 bouquins sur la mémoire et la maladie d'Alzheimer. Et donc c'est un... Et qu'est-ce qu'on peut en retenir? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la mémoire, sur son fonctionnement? Qu'est-ce que vous en avez retenu, justement? Vaste sujet. En tout cas, ce que j'en ai retenu, c'est que pour bien retenir, il faut faire 2 choses. Il faut dormir et il faut utiliser Memorizer. Et pourquoi il faut dormir? Parce qu'en fait, la nuit, c'est là où les souvenirs à court terme se transforment en souvenirs à long terme. Et donc, si vous dormez mal, eh ben, cette transmission ne se fait pas. Et la deuxième chose, c'est que la nuit se fait la neurogénèse, donc qui est la destruction des neurones inutiles et la création de nouveaux neurones. Et si vous dormez pas bien, ça se fait pas. Et il vaut mieux dormir avant minuit. Et je rappelle, Quand on dit que les heures qui comptent, ce sont celles avant minuit. je rappelle que minuit, en fait, ça veut dire le milieu de la nuit. C'est assez bête, mais en fait, on l'oublie. C'est pas le début, donc. Voilà, donc notre rythme, c'est plutôt en fait 20h, 4-5 heures du matin, ce qui vient de notre patrimoine génétique. Et c'est plus facile quand on est à l'équateur parce que c'est un peu les horaires du soleil, entre 19h et 5h. Donc dans une vie, par exemple, trépidante parisienne, c'est un peu difficile, mais 22 heures, c'est à peu près jouable. Donc moi, plus je me couche tôt... Donc bonne hygiène de vie, bien dormir et ensuite organiser finalement, organiser sa mémoire. Exactement. Alors, vous faites partie de l'équipe de Blablacar, vous étiez là pratiquement au début de l'aventure. J'ai reçu Fred Mazella il n'y a pas très longtemps aussi dans la grande interview. On parle de la mafia Blablacar finalement, parce qu'il y a énormément d'ex-Blablacar qui ont monté leur start-up. Est-ce que pour vous, vous l'avez vécu là aussi comme ça, comme un tremplin, comme une aventure qui donne envie de lancer sa boîte? Ouais, tout à fait. Donc moi, je faisais de la finance en fait avant de rejoindre Blablacar. J'ai rejoint la start-up quand il y avait 20 personnes. J'étais le premier product manager et j'ai construit l'équipe produit en charge de développer les applications. Ce que j'en ai retenu, c'est une aventure extraordinaire, des fondateurs aussi brillants que bienveillants. Et moi, ça a été une révélation du fait que j'avais envie de construire des produits et de les bâtir. Donc aujourd'hui, c'est des produits numériques, peut-être demain, ça sera des produits physiques. Mais en tout cas, de ce point de vue-là, déjà, j'ai découvert ce que j'avais vraiment envie de faire et ce pourquoi j'étais fait. Une façon de fonctionner très pragmatique et très simple, et ce qui était vraiment différent des boîtes que j'avais fait avant, où on vit dans une complexité qui, je pense, ne fait pas toujours tout avancer. Et je pense qu'on peut tous vivre dans l'administration française ou dans ce pays. Et oui, donc ça m'a donné le virus. Et c'est tous des copains. Et je fais des barbecues chez Frédéric. Et on échange sur l'entrepreneuriat, sur la société en général. Le rôle modèle, en fait, c'est quand même très, 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 très important. On s'en aperçoit. Et alors, vous êtes aussi parti en Silicon Valley. Oui, tout à fait. Donc après Blablacar, en fait... C'est pour aller piocher des idées? Pourquoi vous y êtes allé? Parce que j'avais envie de voir, parce que c'est quand même là-bas que ça se passait, le software, le logiciel, et donc j'avais envie de voir. Et donc j'ai passé 18 mois, c'était une chance incroyable et une super expérience. Et ce que j'en ai retenu, c'est que quand même c'est un pays qui s'est construit sur le positivisme. Et donc en fait, tout est possible et le meilleur est toujours à venir. Donc c'est une société qui a des écueils quand on la regarde, notamment avec notre prisme européen, mais de prime abord, c'est quand même très agréable. Et après, ce que j'ai retenu, c'est l'ambition de faire des produits globaux, d'abord à l'échelle des États-Unis, puis à l'échelle mondiale, qui scale, qui passe à l'échelle, comme on dit. Et c'est aussi plus simple en partant des États-Unis qu'en partant de France. C'est plus simple. De penser global. C'est plus simple, oui, parce que c'est un marché de 400 millions de personnes avec une unité réglementaire, de culture, de langue. Je pense que la différence est en train de s'atténuer. Mais oui, on a intérêt à l'échelle européenne à aussi unifier nos règles, quoi. Et alors, donc, ma question, c'est pourquoi ne pas avoir lancé Memorizer, qui a déjà un nom anglais, directement depuis la Silicon Valley? Pourquoi vous êtes rentré en France? Parce qu'on a construit nos familles, en fait, avec Charles, mon associé, en étant proche de la quarantaine, qu'on avait envie, en fait, de quand même s'investir en France. Et
que finalement, en fait, tous les développeurs qui sont des gens avec qui j'avais travaillé avant dans mes différentes expériences, qui font en fait le succès de l'application aujourd'hui, étaient en France. Donc ça n'avait pas vraiment de sens d'aller aux États-Unis et je pense qu'on ira peut-être plutôt à New York en fait. Ni d'y rester, parce que vous étiez sur place pendant 18 mois. Ouais, tout à fait. Non, on a eu de rentrer. D'accord, l'appel du pays. Bon. L'appel du pays. Autre expérience sur laquelle je voulais vous entendre, c'est Station F. Vous faisiez partie d'un programme. Ouais. Vous y êtes resté un peu plus d'1 an, je crois. Tout à fait. Qu'est-ce que ça apporte de travailler comme ça dans un campus de start-up quand on se lance? Plein de choses. Donc nous, on a eu la chance d'être d'abord incubé à Station F, ensuite d'être incubé chez Naver, qui est le Google plus Facebook en Corée et au Japon. Ouais. Et donc avec des boîtes grand public, enfin à vocation grand public et qui font des applications mobiles. Et ensuite, on a été sélectionné dans le top 30 des startups de Station F. Et en fait, cet ensemble de choses fait que on avait vraiment accès à un réseau d'entrepreneurs qui avaient les mêmes problématiques que nous et sur la communication et sur la technique. Donc, on a vraiment beaucoup échangé là-dessus. Une grande valeur. Et après, je pense quand même que Station F représente bien l'esprit de Xavier Niel, qui est quand même d'être dans une situation relativement confortable pour entreprendre, mais pas trop. Et le but est quand même d'être créatif, de bien dépenser son argent, de se concentrer sur son produit et sa communication, quoi. Et donc, je pense de ce point de vue-là, c'est aussi un bon apprentissage. C'est pas du tout de luxe, quoi. Et c'est la volonté, je pense, de Xavier, quoi. Niel. Et alors, bien dépenser son argent, mais alors bien faire rentrer l'argent. Vous en êtes où sur le modèle économique? Donc, pour l'instant... Vaste question dans le numérique. Vaste question. Pour l'instant, l'application est gratuite. Surtout pour une app grand public. Tout à fait. Donc, pour l'instant, c'est gratuit. Pour l'instant, c'est gratuit. Demain, ce ne sera pas gratuit. Il y aura une partie premium où, en fait, vous paierez un abonnement, je sais pas, 4-5 € par mois pour accéder à plus de fonctionnalités, notamment des choses qu'on va lancer prochainement. Et une partie freemium qui sera gratuite pour continuer à utiliser l'application au quotidien, parce qu'on pense quand même que c'est une application que tout le monde a vocation à utiliser et on veut qu'elle soit vraiment accessible au maximum de gens, quoi. Et donc, ça repose uniquement sur l'abonnement? Ça reposera sur l'utilisateur, finalement? Uniquement sur l'abonnement, oui. Et en tout cas, pas de publicité? Non, pas de publicité. On ne monétisera pas vos données. Vos données vous appartiennent, elles sont cryptées. Pas de géolocalisation en fonction du restaurant dans lequel on s'est rendu, par exemple ou... Si, de la géolocalisation, si ça sert votre usage. En effet, positionner vos memories. Dans Memorizer, vous créez des memories sur une carte. Ça a effectivement beaucoup de valeur, notamment pour les lieux, quoi. Quand je consulte les restaurants, j'ai envie de savoir où ils sont, quoi. Donc oui, si vous choisissez d'activer la géolocalisation, elle est activée. Mais c'est à votre Je vous pose cette question parce que confier sa mémoire à une plateforme, c'est pas anodin. Ce sont des choses très personnelles. C'est pas anodin. Donc nous, on n'a pas accès à vos memories. Ils sont là pour vous. On les stocke sur nos serveurs. Comme ça, si vous perdez votre téléphone ou vous faites voler, vous avez toujours accès. Ce qui est quand même moins pratique avec le carnet de notes ou ce genre de choses qu'on perd quand même assez facilement. Et en fait, on respecte toutes les règles RGPD, qui sont des très bonnes règles, qui sont en train d'être adoptées par les Américains d'ailleurs. Et alors, vous m'avez parlé de nouvelles fonctionnalités en 2022. Est-ce que vous pouvez déjà nous en dévoiler, je sais pas, une ou deux? Oui, tout à fait. Alors, il y a tellement de choses qu'il faut que je fasse un peu le tri. Fonctionnalités gratuites ou payantes? Je ne sais pas encore vous dire. C'est pas encore décidé tout à fait. Là, on va lancer le scan de code barre. Donc en fait, vous êtes chez des copains ou dans une bibliothèque, vous scannez un code barre d'un livre ou d'une BD, on va vous récupérer toujours pareil, le résumé, le titre, l'auteur de la ligne de sortie, hop, ça s'enregistre automatiquement dans Memorizer, vous n'avez rien à faire, on fera pareil sur les QR codes. On va créer un modèle qui en fait va aller chercher dans votre galerie tous les souvenirs un peu perdus. Par exemple, vous avez probablement 50 restaurants dans lesquels vous êtes allé, vous avez pris des photos des plats. On va récupérer ça dans votre galerie, on va remplir votre liste de restaurants automatiquement. Pour qu'en fait, en plus de pouvoir rajouter vos envies, les restaurants que vous voulez faire, vous ayez automatiquement tout le passé qui sont intégrés dans Memorizer. Donc ça, c'est un gros travail sur lequel... Donc en fait, c'est quand même beaucoup, ça repose beaucoup sur la technologie. Ouais. La valeur ajoutée, en tout cas, de l'application, c'est là qu'on la trouve. Ça engage pour vous d'avoir des bons data scientists, d'avoir des gens qui savent développer, manipuler la donnée. Ça, c'est un frein pour la croissance aujourd'hui de beaucoup d'entreprises. Comment vous vous en sortez avec ça? Nous, on travaille avec Yann et Luc, que je salue, en fait, avec qui j'avais déjà bossé auparavant dans une autre entreprise où j'étais salarié. Et finalement, je pense que si on a des convictions et des bonnes idées et que la technologie est intéressante, c'est pas dur en fait de recruter des data scientists.
On se bat un peu avec les GAFA Oui, c'est ce que j'allais dire, parce qu'il faut pouvoir proposer aussi les mêmes conditions. On propose des conditions bien moindres que les GAFA, mais avec des actions de la boîte. Donc chez nous, tous les salariés sont actionnaires, avec des conditions très avantageuses, et c'est ça qui les motive. Et après... Ça va vraiment les impliquer dans l'aventure. Ça les implique dans l'aventure, et je pense que la cause est aussi importante. Je pense que plus on vieillit, plus on grandit, plus on est en recherche, plus la cause à laquelle on adhère est importante, et tout le monde n'adhère pas à la cause des GAFA. Et je pense que la cause de Memorizer peut être une motivation supplémentaire pour venir chez nous, quoi. Donc pour l'instant, pas du tout de problème de recrutement. Par contre, on recrute en marketing vous lancez un appel. 2 personnes. Voilà, j'en profite pour lancer un appel aux talents de tout. Marketing digital. Marketing digital, communication, RP, tout ça. Ok. Bon, on n'a plus beaucoup de temps pour terminer ensemble. Simplement sur le petit format Interview Express, je vais vous poser, peut-être 2-3 questions rapidement. Vous me répondez spontanément. Je vais commencer par vos rêves, Thomas. Mes rêves. Oui. Ah oui. Vaste question. En tout cas, s'il y a 2 choses que j'ai envie de faire, c'est j'aimerais bien qu'un jour des gens puissent dire j'ai eu la maladie d'Alzheimer et je l'ai plus, qu'on puisse guérir de cette maladie. Donc on peut faire des choses pour essayer de ne pas l'avoir, mais on peut aussi essayer de faire des choses pour guérir. Donc je sais pas, on a encore fait que 1% de ce qu'on veut faire avec Memorizer, et on fait encore rien du tout sur la partie santé, etc. Mais un jour, j'espère qu'on le fera. En tout cas, c'est notre ambition. Et si j'ai un autre rêve, je pense que j'essaierai un jour, si Memorizer marche, si j'ai les moyens, de dépolluer la Méditerranée. Voilà. Je crois qu'on va s'en tenir à vos rêves, qui sont déjà géants. Merci beaucoup, Thomas Salles, cofondateur de Memorizer, l'application qui nous permet de ne plus oublier 90% de ce qu'on vit. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès lundi. Et en attendant, je vous souhaite un excellent week-end à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space, votre rendez-vous 100% consacré au business et à l'exploration spatiale toutes les semaines sur Bismart. Alors aujourd'hui, on découvre ensemble une start-up, une jeune entreprise, Venture Orbital System, pur produit du New Space. La start-up ambitionne de construire des petits lanceurs fabriqués en 3D. En plateau avec nous pour en parler, le cofondateur de la start-up, Kevin Monvoisin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Alors, Venture Orbital System, ou VOS, comme on l'appelle, est cité partout aujourd'hui. On l'entend même dans le discours du président de la République, Emmanuel Macron, quand il aborde le sujet du New Space et plus largement du secteur spatial. Pourtant, votre start-up n'est pas la seule à proposer, à ambitionner de concevoir des mini-lanceurs, ni en France, ni même en Europe. Indubitablement, vous êtes sur le devant de la scène. Pourquoi ? C'est toute une stratégie de communication qui s'est mise en place justement pour faire parler de nous. Ça fait un peu partie de l'essence de VOS et de sa création, où Stanislas, le président de l'entreprise, a lui plutôt un profil commercial, et où moi je suis arrivé plutôt avec un profil technique, et donc de pouvoir chacun prendre sa partie et de voir des synergies pour développer quelque chose et en parler pour pouvoir le vendre à l'avenir. Donc c'est quoi, vous êtes meilleur en com que les autres ? Je n'irai pas jusqu'à dire ça. Non, je pense qu'on a pris très à cœur la communication dès le début, et ça se voit maintenant. Qu'est-ce qui vous différencie justement ? Qu'est-ce qui différencie votre proposition de celle de vos concurrents ? Alors on est sur un secteur de marché qui est assez spécifique. Des lanceurs qui veulent envoyer moins de 100 kilos, ou autour de la centaine de kilos en orbite, il n'y en a pas. On est vraiment les seuls pour pouvoir se concentrer sur le marché des CubeSat. Donc, qui sont vraiment des satellites qui vont faire en général une dizaine de kilos, la taille d'une boîte à chaussures, et qu'on envoie de plus en plus actuellement. Alors vous avez dit qu'il n'y avait pas de concurrents qui s'attaquaient à cette charge utile-là, pourtant il y en a quand même. Alors généralement les petits lanceurs dont on entend parler, comme les Allemands, RFA ou Isar Aerospace, eux sont plutôt sur la gamme des 600 kilos, 1 tonne, et donc ils vont plutôt viser des satellites d'une centaine de kilos, quand on va viser des satellites plus petits. Et actuellement, en fait, même ces lanceurs capables d'envoyer 1 tonne ne pourront pas être compétitifs sur ces petits satellites, parce qu'il y en aurait trop à envoyer, et donc mettre d'accord
une centaine de satellites pour aller au même endroit, c'est extrêmement complexe. Alors que si on le réduit à une dizaine, là on peut le faire et envoyer chacun de ses clients au bon endroit, au bon moment pour une utilisation optimale de leur satellite. Donc votre stratégie, c'est pas d'envoyer beaucoup de satellites d'un coup, mais de répéter les voyages pour envoyer à un point précis les satellites de vos clients. Donc la cible, c'est qui d'ailleurs ? Alors c'est tout un tas d'entreprises et de start-up. On est en discussion notamment avec pas mal d'entreprises en France. Mais par exemple, une start-up française qui pourrait à l'avenir faire partie de nos clients, c'est Unseen Lab qui envoie donc des satellites dans le but de surveiller des espaces maritimes. Et eux, typiquement, pourraient être un client parfait pour Zephyr. Donc, l'objectif, c'est d'envoyer des nanosatellites. Comment a commencé l'aventure Venture Orbital System ? Donc, vous êtes 3 cofondateurs, je me permets de rappeler. Kevin, mon voisin, qui est d'ici, Ilan Saidi Beckerman et Stanislas Maximin. Comment on fait quand on est 3 entrepreneurs et qu'on décide de se lancer dans le secteur spatial ? Eh bien, on commence à en parler avec pas mal de monde. Et un des gros avantages du secteur spatial, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont extrêmement ouvertes. Et donc, on a pu commencer à faire une étude de marché, puis à structurer l'entreprise qui allait naître et à se faire accompagner par des personnes qui ont eu des postes importants, que ce soit au sein du CNES, d'Ariane Group ou même de l'Agence spatiale européenne, qui ont accepté de passer du temps avec nous pour nous apprendre des choses et qui en passent encore maintenant, notamment sur des points techniques, pour nous éviter de faire des erreurs ou nous partager leur savoir, nous donner les bons contacts quand on est sur une problématique pour être sûr de pouvoir la surpasser. Et donc, c'est toutes ces choses-là qui font qu'on a pu progresser et apprendre, en plus des formations que chacun avait pu avoir pour faire avancer l'entreprise. Pour faire le grand saut dans le secteur spatial. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur cette technologie que vous avez mis au point ? Parce qu'il y a un aspect extrêmement disruptif. Tout est basé sur ce qu'on appelle des moteurs fusées, à seulement 3 composants, alors que normalement, il y en a des centaines. Comment vous avez réussi ce tour de force et dans quel but ? Alors, comment on l'a réussi ? En utilisant l'impression 3D. Chose qui n'existait pas, ou du moins qui était assez peu développée il y a une dizaine d'années, et donc qui actuellement est en plein boom. Et donc c'est vrai qu'on peut se permettre d'atteindre des géométries qui n'étaient pas possibles avant. Et on intègre vraiment l'impression 3D, pas comme un nouveau moyen de fabrication, mais vraiment comme un nouveau moyen de conception, parce que la manière de développer une pièce pour de l'impression 3D ou pour de l'usinage traditionnel, ça va être totalement différent. Donc il faut vraiment le prendre dès le début, ce qui a permis donc de réduire le nombre de pièces pour le moteur à seulement 3 pièces, et donc ce qui vient réduire le nombre d'interfaces et donc faire baisser le prix, mais aussi éviter des problèmes sur des pièces ou des assemblages du fait qu'on en a moins. Et donc, l'objectif final, c'est pas l'impression 3D ? Alors, l'objectif final, c'est d'avoir un lanceur qui soit efficace et peu cher. Donc, utiliser l'impression 3D sur les moteurs était un moyen de le faire et d'y arriver, avec tout un tas d'autres avantages. Ça permet d'avoir du fait de la réduction du nombre de pièces, des moteurs qui vont être moins lourds, qui vont être plus robustes, qui sont aussi moins chers, comme je disais. Donc, c'est tout un tas d'avantages à utiliser cette technologie. Alors ça, c'est ce qu'on voit à l'image. Donc ça, c'est le lanceur Zephyr. Alors là, c'est la partie haute. La partie haute du lanceur Zephyr. Donc l'idée, c'est d'envoyer combien de ces engins par an, une fois qu'on aura eu le premier lancement qui est prévu pour 2024, je crois ? C'est ça, fin 2024. L'objectif, c'est d'arriver à environ 50 lancements par an en rythme de croisière, ce qui est largement accessible au vu de l'évolution du marché qui se profile. Donc il y aura suffisamment de demandes pour atteindre un seuil de rentabilité rapidement ? Oui, actuellement les prévisions, donc c'était 190 satellites à peu près de moins de 50 kilos envoyés en 2019.
Et les estimations arrivent à 800 par an en 2025. Ouais. Mais si on compte les méga constellations comme Starlink, Kuiper, Alors, etc. Starlink sont des satellites qui sont plus lourds que ça, donc non, on les prend pas en compte. D'accord. Mais si on prend vraiment en compte les satellites sur lesquels Zephyr peut fonctionner et être compétitif, c'est environ 800 satellites par an. Et donc, quand on prévoit comme ça d'envoyer 50 lancements par an pour créer un rythme de vol régulier, est-ce que la question de la responsabilité écologique, de l'impact sur la Terre se pose ? Oui, il se pose, et même sans ça, c'est quelque chose qu'on a à cœur. Donc il y a plusieurs moyens d'agir dessus. Nous, c'est pas sur le lancement en lui-même que le lanceur va le Donc plus, pas sur le choix du moyen de propulsion ? Non, parce que pour donner un ordre de grandeur, les 50 vols avec Zephyr, c'est un aller-retour Paris-Moscou en A380, donc c'est pas énorme, même si ça reste un impact écologique, mais l'impact à réduire est vraiment sur toute la chaîne de production et d'assemblage, et c'est là-dessus qu'on travaille pour le faire. Et dans un second temps, sur aussi tout ce qui va être pollution spatiale. Donc il y a déjà pas mal de choses qui sont mises en place en France, où on a la loi des opérations spatiales qui est la plus dure au monde, même si on a le droit de laisser nos déchets pendant quand même 25 ans en orbite. Nous, on a fait le choix d'inclure dans le développement une réserve de performance pour n'y rester que quelques heures à quelques jours en fonction des missions. Et donc ensuite quoi, le faire revenir dans l'atmosphère pour qu'il soit détruit ? Il revient dans l'atmosphère et se détruit dans l'atmosphère. Donc sans résidus, ça c'est garanti ? Ou alors de très petites pièces. Et vous avez dit que vous intégriez à la chaîne de production ces questions de responsabilité écologique. Comment ? Déjà en essayant avec des partenaires qui sont assez proches, principalement en France et en Europe, mais aussi sur les moyens de conception. Il y a plusieurs études qui ont pu être menées pour essayer d'inclure des matériaux biosourcés au sein du lanceur, et donc réduire l'utilisation de métaux rares ou de matériaux qui peuvent avoir un bilan carbone élevé. Tout ça qui se passe d'ailleurs dans l'usine qui vient d'être ouverte il y a quelques mois, inaugurée à Reims, c'est ça ? C'est ça, exactement. Oui. Alors, on a vu votre marché, on a vu cette idée de prendre quand même en compte les ambitions écologiques. 50 lancements qui seront partis de où ? Alors, il n'y a pas de zone qui soit précise pour le moment, mais on est en discussion avec le CNES pour pouvoir tirer depuis le CSG à Kourou. Alors, il faut dire pour ceux qui nous regardent que le CNES souhaite ouvrir le port spatial de Guyane à Kourou aux startups, et donc il réhabilite la base Diamant 1 pour l'ouvrir aux startups. 13 sociétés ont répondu à cette offre et vous en faites partie. C'est ça, exactement. Et donc, il y a cette partie-là avec l'Agence spatiale française. On est aussi en discussion avec un spaceport en Écosse qui est lui en train de se créer. Chacun a ses avantages. Il y a de plus en plus de ces petits satellites qui partent sur des orbites qu'on appelle des orbites polaires, donc qui changent des orbites équatoriales qu'on utilisait de manière traditionnelle et historique. Et donc, avoir un pas de tir qui soit plutôt dans le nord peut avoir aussi ses avantages. Donc pour le moment, c'est les deux sites avec lesquels on est en discussion très avancée. Et on sait aussi que pour arriver à 50 lancements, ce sera très compliqué de le faire depuis un seul site. Et aussi pour pouvoir tirer toute l'année du fait juste de la météo qui peut bloquer certains lancements à des moments. Donc avoir plusieurs sites semble être une bonne réponse au fait assez problématique. Au niveau des coûts, comment on fait pour financer une start-up dans le secteur spatial quand on est en France et en Europe qui ne compte pas beaucoup de formes de fonds privés dédiés au secteur spatial ? C'est un travail de tous les jours. C'est un travail pour convaincre
quelques fonds spécialisés, mais aussi des fonds qui ne le sont pas et à qui il faut apprendre et montrer que le spatial peut maintenant se privatiser. Il y a quelques bons exemples dans le monde. Enfin, on a pu voir SpaceX ou Rocket Lab en Nouvelle-Zélande qui ont un peu ouvert la voie et donc qui tout de même facilite un peu la tâche maintenant, même si ça reste encore compliqué. Alors vous trouvez vos fonds où maintenant? Dans les fonds publics? Alors en partie, mais on a aussi une levée de fonds qui est en cours et on passe de se clôturer. On passe de se clôturer bientôt. Est-ce qu'on a une idée? Est-ce qu'elle se passe bien, cette levée de fonds? Est-ce qu'on a une idée du montant? Je ne pourrais pas communiquer cette information pour le moment. Bon, on en reparlera prochainement sur Smart Space. Dans quelques jours auront lieu les assises du New Space, enfin précisément début juillet. Venture Orbital est assez investi sur le sujet. J'aimerais connaître la part de Voss dans ces discussions-là. Alors, ces assises du New Space, ce sont les premières qui auront lieu en France. L'idée, c'est de positionner le New Space dans le top 3 ou top 5 au niveau mondial. Donc les ambitions sont extrêmement importantes, mais c'est aussi l'occasion de réconcilier, si c'est nécessaire, le hot space et le new space, qu'on appelle comme ça, donc les acteurs historiques et cette émergence de start-up. Oui, de toute façon, on voit bien que les startups d'aujourd'hui ne peuvent pas non plus se passer de ce qui a pu être fait avant. Et inversement, les acteurs historiques ont aussi besoin des startups pour amener de nouvelles choses et de nouvelles innovations. Donc, le but est vraiment de pouvoir trouver des solutions pour travailler tous ensemble. Et on est très investi dedans, que ce soit en tant que Voss ou aussi avec l'Alliance New Space France, dont Stanislas en est le président. Stanislas Maxillien, cofondateur de Venture Orbital Systems. Donc il est donc président de Venture Orbital Systems de l'ANF et participe donc aux assises du New Space avec vraiment ce but de pouvoir avoir l'agence spatiale française qui va servir de lien entre le New Space et les acteurs historiques et de réussir à créer des synergies et un écosystème qui va être capable de se tirer vers le haut pour atteindre cet objectif d'être dans le top 5 mondial. En 5 ans. En 5 ans. Ça vous semble pas un peu trop ambitieux? Non, parce qu'on a vraiment déjà tout un écosystème qui va de la fabrication de composants aux lanceurs, satellites et même des services. Tout ça qui peut être représenté par tout un ensemble de startups. On le voit au sein de l'Alliance New Space, mais aussi avec des acteurs historiques comme peuvent l'être Ariane Group, Thales, Airbus. Et donc, je suis plutôt confiant sur le fait que si on s'en donne les moyens, on arrivera à atteindre cet objectif. Pour conclure, aujourd'hui, ce sont des fusées à usage commercial et demain? Elles seront encore très certainement à usage commercial. Vous n'avez pas d'ambition d'aller sur un autre service? L'idée, c'est quoi la vision à long terme de Venture Orbital Systems? Alors, il y a cette partie lanceur, mais après on a aussi donc une filiale Astreos qui développe des services et dont l'objectif à long terme est vraiment de pouvoir intervenir de l'idée à l'orbite, donc de continuer à démocratiser le spatial et de pouvoir répondre à des services avec des personnes qui n'auraient pas eu l'idée de développer un satellite, mais de les accompagner pour dimensionner le satellite dont ils vont avoir besoin, la constellation dont ils vont avoir besoin, et puis s'occuper de toute la partie fabrication des satellites, obtention des autorisations, lancement, etc. Donc vraiment s'occuper de tout le bloc spatial dans leur service. Dans toute la chaîne de services. Ok, merci beaucoup Kevin Monvoisin d'être venu sur le plateau de Smart Space pour nous présenter un petit peu les rouages de cette start-up qui fait tant parler d'elle aujourd'hui et qu'on va suivre avec attention, notamment avec cette échéance qui arrive bientôt de la clôture de cette levée de fonds qui est en cours. On en reparlera très certainement sur le plateau de Smart Space. Merci à tous de nous avoir suivis
jeudi. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de votre émission Smart Space sur Bismart. En attendant, je vous souhaite un bon week-end et à très vite sur Bismart.